Bonjour, bonjour à tous. Voilà, nous sommes en direct live sur notre page ESCA Tunisie. Bonjour et bienvenue à tous les participants qui se connectent en ce moment et qui sont en train de nous rejoindre pour ce troisième webinaire organisé par notre école ESCA Tunisie. Bienvenue à vous tous. On va, comme d'habitude, attendre à ce que vous soyez plus nombreux à nous rejoindre. Donc, bienvenue encore une fois à ce troisième webinaire organisé par ESCA Tunisie. Allez-y, connectez-vous. On tient à remercier toutes les personnes qui nous envoient des messages d'encouragement. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance, merci pour tous les messages que vous nous envoyez. Ça nous va droit au cœur. Alors, nous sommes très ravis d'accueillir aujourd'hui notre invité international, Monsieur Douglas Biondo, président de l'association 10 000 codeurs et président aussi du centre de formation professionnelle OBGIS. Bienvenue à vous, Douglas, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Houda. Merci à l'école. Je suis très heureux, très ravi et très honoré d'être avec vous. Alors, le plaisir est partagé. Merci, Douglas. Avant de commencer, et comme pour chaque webinaire, voilà, entre-temps, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Donc, Mouné Aïssa, bonjour. Mouné Henrita, bonjour aussi. Salwa Amara, bonjour. Alors, il y a de plus en plus de personnes qui se connectent. On vous attend nombreux à ce webinaire. Je profite de cette occasion pour saluer tous les internationaux qui se sont inscrits et qui ont manifesté de l'intérêt à notre événement. Je salue aussi au passage tous les étudiants internationaux qui sont installés, soit en Tunisie ou ailleurs, et qui nous regardent aussi. Donc voilà, il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de nous rejoindre. Donc je disais que, comme pour chaque webinaire, je profite de l'occasion pour vous donner une idée générale sur notre école. Nous sommes ESCA Tunisie, une école de management située en Tunisie, plus exactement dans la ville de Sousse. Nous sommes associés et partenaires avec ESCA France, l'une des écoles de management les plus prestigieuses de France, avec une triple accréditation internationale, AACSB, INBA et EKIS. Donc, grâce à ce partenariat et grâce à cette association, nous donnons l'opportunité à nos étudiants de profiter d'un double diplôme, une licence tunisienne en marketing, en management, en finance et un bachelor français, et ce, après un parcours de 4 ans de formation académique, 3 ans en Tunisie et une 4e année passée en France, un semestre d'études et un semestre de stage, que ce soit en France ou à l'international. Alors, nos étudiants aussi, ils profitent d'un semestre d'études à l'international, plus exactement à ESCA Budapest en Hongrie. Alors, il n'y a pas de critères de sélection. Toute la promotion doit valider le semestre d'études en management. Les études se font en Hongrie exclusivement en langue anglaise. Voilà une idée générale sur notre école. Si vous avez des besoins de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux,
Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Alors, on va commencer ce webinaire. On va commencer par dresser un petit constat. L'innovation numérique en Afrique bouge à vitesse grand V. On peut le dire aujourd'hui, l'Afrique se positionne comme le nouvel Eldorado numérique et elle présente un incroyable potentiel en matière de transformation digitale. Dans cette situation, par contre, il y a un problème, c'est le problème que rencontre la jeunesse africaine qui trouve des difficultés à trouver des emplois stables, qui souffrent de chômage. Et on va en parler par la suite avec plus de détails. On va donner des chiffres, on va donner des statistiques. Donc, comment justement orienter cette jeunesse africaine vers l'opportunité des métiers du numérique pour faciliter leur insertion professionnelle? C'est le cœur de sujet de notre webinaire aujourd'hui. Et nous comptons sur vous pour interagir avec nous et poser toutes vos questions à notre invité. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Douglas. Donc, Douglas, pour commencer, et pour ceux surtout qui ne vous connaissent pas, une idée générale sur votre parcours. Merci Houdet pour cette opportunité. Salutations à tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui sont, bien sûr, qui viennent de Tunisie, mais qui viennent de partout en Afrique et dans le monde. En ce qui me concerne, je suis donc Douglas Miandou, je suis donc ingénieur diplômé de l'INSA à Lyon. C'est déjà il y a 20 ans. Donc j'ai 20 ans d'expérience professionnelle, 5 ans en tant que salarié et 15 ans en tant qu'entrepreneur. Donc en tant que salarié, j'ai eu plusieurs postes en tant qu'ingénieur d'études et développement, principalement développeur, et puis depuis donc 15 ans en tant qu'entrepreneur pour un centre de formation professionnelle. Je suis donc aussi président de l'association Dimi Codeur. Je suis marié et j'ai avec madame, 3 merveilleux enfants. D'accord. Alors, on sait, pour avancer un peu, donc on sait que de nos jours, les jeunes se tournent de plus en plus vers l'entrepreneuriat. Ils sont intéressés par l'idée de lancer leur propre business. Ils cherchent l'autonomie financière. Donc, pour vous, Douglas, comment vous est venue l'idée de lancer votre propre projet? Alors, en ce qui me concerne, donc, pourquoi je suis devenu entrepreneur? En fait, j'ai identifié ici 4 points. Parce que comme je l'ai dit, j'étais d'abord salarié avant de devenir entrepreneur. Quand j'étais salarié, au bout de la 5e année, j'ai senti un plafond de verre. C'est-à-dire que je sentais que je n'évoluais pas. Je sentais que je n'apprenais pas plus forcément. J'ai eu l'occasion de faire des missions très intéressantes en France, à l'étranger, en Suisse, aux États-Unis. Puis à un moment donné, j'ai eu un plafond de verre. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, j'ai envie de challenge. Donc ça me manquait. Et j'ai senti que l'entrepreneuriat, ça pouvait me permettre de réaliser des challenges. Il y a la liberté aussi, pouvoir gérer son temps, pouvoir gérer en fait son agenda, éventuellement choisir des missions. Et puis enfin, il y a la possibilité de générer en fait des revenus qui sont peut-être plus importants que ceux que j'ai pu avoir. Voilà un petit peu, pour faire simple, les 4 raisons qui pour moi sont celles qui m'ont fait tourner vers l'entrepreneuriat. Ce seront peut-être des raisons qui pousseront certains de nos auditeurs à aussi aller dans ce sens-là. Exactement. Peut-être que nos auditeurs ils seront inspirés par votre parcours de jeune entrepreneur. Alors, au cours de mon introduction, j'ai parlé du fait que l'Afrique se positionne actuellement comme le nouvel Eldorado numérique. On a parlé aussi des difficultés que peuvent rencontrer la jeunesse africaine. Oui. Comment vous évaluez-vous actuellement la situation de la jeunesse africaine, Douglas? Alors, cher Houdet, c'est pas moi qui évalue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des organisations comme l'OTSEF, l'Observatoire sur la démographie et les statistiques dans l'espace francophone. Il y a des organisations comme la Banque africaine de développement, des organisations comme la Banque mondiale qui publient en fait des chiffres. Il y a des économistes qui font un travail de terrain et qui donnent des informations. Et donc, en ce qui me concerne, comme beaucoup et comme peut-être certains d'entre ceux qui nous écoutent, j'ai fait le constat. Aujourd'hui, vous avez, dans une population qui nous intéresse, entre guillemets, c'est-à-dire la jeunesse entre 15 et 35 ans, sur le continent, vous avez 420 millions de personnes.
Mais quand vous regardez, la plupart, effectivement, sont au chômage ou donc sont dans une situation de sous-emploi. Des emplois précaires, des emplois occasionnels. Ça, c'est une réalité. Vous avez aujourd'hui, ça c'est les chiffres que je vous propose de retenir, vraiment, si on prend des personnes qui sortent du système scolaire, de l'enseignement supérieur, chaque année, vous en avez 12 millions qui sortent pour 3 millions d'emplois. Donc vous voyez le gap. Donc il y a 8 millions de chômeurs fabriqués par le système scolaire. Ça, c'est une réalité. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est l'offre et la demande. Vous avez des personnes qui sortent de cursus qui ne correspondent pas aux besoins des entreprises. Donc, la situation de sous-emploi ou bien de chômage. Alors, autre chiffre qui me paraissait intéressant de partager avec vous, cher Houdet, de partager avec nos auditeurs, c'est la problématique des tensions. Aujourd'hui, il y a des zones de tension en Afrique, et quand on mène une enquête, c'est la Banque mondiale qui a mené cette enquête il y a 5 ans, aujourd'hui, 40% des jeunes qui deviennent des rebelles, ils vont, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc ça, ce sont des réalités, ce sont des chiffres, et pour moi, ces chiffres parlent. Donc, donc nous, du coup, à partir de là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir qu'on puisse réagir, mais en tout cas, ce sont ces chiffres-là qui, pour nous, sont vraiment extrêmement importants. D'accord. Justement, en parlant de votre réaction, du fait de réagir, donc en tant que président de 10 000 codeurs, vous dites que votre objectif entre 2015 et 2025 est de former 10 000 personnes dans le métier du développement et du numérique. Ma question est, les former, oui, mais comment garantir leur employabilité? Alors, effectivement, avec 10 000 codeurs, donc comme je disais tout à l'heure, et c'est l'objet de cet échange que nous avons ensemble, il y a un décalage. Je pense qu'on l'a bien compris. Et moi, le chiffre que je vous propose de retenir tout à l'heure entre les 12 millions qui sortent du système scolaire, par exemple, et les 3 millions d'emplois, c'est 8 millions. Donc aujourd'hui, il y a 8 millions de chômeurs fabriqués par le système éducatif au niveau du continent. Or, à côté de ça, nous, ce qu'on constate, nous qui sommes des professionnels de l'informatique, nous sommes des professionnels du numérique, on constate que la demande est énorme. On se constate que les besoins en profil explosent. Donc nous, ce que nous disons, et c'est un petit peu l'objectif en fait aussi de 10 000 codeurs, c'est de dire que il faut orienter cette jeunesse vers les métiers du numérique. Mécaniquement, si on oriente les jeunes du continent, si on oriente ces 8 millions pour être un peu à l'extrême, ces 8 millions, on les met dans les métiers du numérique, mécaniquement, l'Afrique devient le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Alors, c'est pour cette raison que, tout à l'heure, j'ai répondu à la question, pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat? Mais du coup, pourquoi l'association? L'association, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, on veut du sens. Le business, c'est bien, mais à un moment donné, on arrive à des moments de sa vie, en tout cas en ce qui me concernait, où il faut de l'impact, il faut du sens. Il y a aussi des problématiques d'identité qui font qu'on se dit, il va falloir faire quelque chose sur le continent, il va falloir faire quelque chose pour la jeunesse. Donc là, vous me voyez autour de jeunes en Côte d'Ivoire. Là, vous voyez, il s'appelle Jacob, lui, c'est Jean-Yves. Voilà, lui, c'est Thomas, lui, c'est Emnick, lui, c'est Stéphane, etc. Tous ces jeunes-là, en fait, j'ai eu l'occasion de les côtoyer et là, ils sont en train d'être formés dans le cadre de la phase pilote. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, avec 10 000 codeurs, on veut effectivement impacter. Là, vous avez des jeunes qu'on nous sommes en train de sensibiliser au Togo, d'accord? Ces jeunes qui sont sans repère, qui sont souvent dans des systèmes où ils sont en train d'apprendre, et certains apprennent même l'informatique, mais pourquoi malheureusement, derrière, il n'y a pas d'issue. Ces jeunes qui ont envie d'apprendre, qui tous les jours nous sollicitent, qui ont envie de monter en compétences, mais du coup, qui ont du mal. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Ces jeunes-là, nous, ce qu'on va leur proposer, c'est 2 choses. Petit 1, des métiers. Petit 2, des modèles. Alors, je me suis permis, cher Houdet, comme nous sommes en Tunisie, comme nous sommes à l'ESCA Tunisie, de mettre en évidence un des modèles qui, pour nous, il faut valoriser, c'est Nour. Vous connaissez très bien Nour Bouaklin,
Ouais, qui est très exactement. Ouais. connu dans le domaine Dans tech le et au-delà en tech, Tunisie, qui fait un exactement. travail extraordinaire. Voilà, qui fait un travail extraordinaire dans son domaine, qui est le marketing digital, qui fait également un travail extraordinaire, d'une part au niveau de la jeunesse, en donnant des vidéos régulièrement sur des conseils, mais aussi qui fait un travail extraordinaire dans le rapprochement des peuples, si je puis me permettre, puisque comme vous le savez, à chaque fois qu'elle va dans un pays, et Dieu sait qu'en Afrique, elle en a fait des pays, au moins plus d'une vingtaine, elle va avec le drapeau de la Tunisie, et vous voyez, il y a toujours cet échange qui est vraiment très, 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 très sympa. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'on leur dit? Des 8 millions de jeunes, qu'est-ce qu'on leur dit? Écoutez, voici des métiers porteurs qui sont recherchés par l'industrie mondiale du numérique, petit 1, et voici des modèles, des grandes sœurs, des grands frères, qui sont dans ces métiers, qui gagnent leur vie dans ces métiers, qui certains font de l'entrepreneuriat dans ces métiers et qui ont envie de vous tendre la main. Voilà ce que nous disons à la jeunesse africaine, cher Houdet, et voilà l'angle par lequel nous essayons d'innover au niveau de Dimicodeur. Ces jeunes-là, Houdet, nous les prenons par la main. Ceux qui ne comprennent pas l'impact ou la valeur ajoutée que le numérique peut avoir dans leur vie, nous les sensibilisons à cela. Ceux qui ont compris que le numérique peut changer leur vie, cette fois-ci, nous les sélectionnons, nous les formons et nous travaillons au niveau de l'insertion de ces jeunes. Tout ça sous l'encadrement d'experts, de grandes sœurs, de grands frères comme nous. Merci en tout cas pour l'exemple que vous avez choisi, l'exemple tunisien. Merci pour cette attention. Alors là, en voyant les photos, en vous voyant accompagné de jeunes, une question m'est venue à la tête, Douglas. Une idée sur le nombre de personnes que vous avez accompagnées et si vous pouvez nous faire rêver et nous donner des exemples de success stories. Alors, merci pour cette question, Houdet. Il faut savoir que l'idée d'une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique, je l'ai eue il y a à peu près 5 ans. C'est à peu près il y a 5 ans qu'effectivement, je me suis dit, bon, c'est bien de faire du business, c'est bien d'avoir comme clients des grosses sociétés qui nous confient leurs ingénieurs. On a formé plus de 3000 ingénieurs avec Obgis, mais c'est aussi bien maintenant de pouvoir impacter. Alors, nous, ce qu'on s'est dit, voilà, nous, ce qu'on s'est dit, bah, il va falloir montrer, parce que c'est bien beau de dire 10 000 codeurs, au début c'était 10 000 dans toute l'Afrique, et maintenant, plus on avance, plus on se dit bah, c'est 10 000 par pays, mais il va falloir commencer avec un échantillon. Et je vais vous donner l'occasion ici, et je vous remercie encore, c'est une exclusivité que nous avons avec l'ESCA, avec vous, Houdet, avec toute l'équipe de l'ESCA, nous allons vous donner quelques éléments chiffrés sur le travail que nous avons réalisé sur le continent. 300 personnes ont bénéficié d'un accompagnement spécifique au métier de développeur. Donc, je vous ai dit que moi-même, j'étais développeur pendant 5 ans. Pour moi qui veux impacter le continent, bah, j'essaie d'impacter dans mon domaine de compétences, donc qui est d'une part la partie technique, développement d'applications, c'était dans le langage Java, et puis d'autre part pédagogique, puisque je dirige un centre de formation et que je suis aussi formateur. Donc, cela réunit, nous avons commencé à Brazzaville, 37 jeunes que nous avons accompagnés de 2013 à 2015. À l'heure où je vous parle, nous accompagnons 8 personnes en Guinée avec un financement de Ecobank. Et puis, entre les deux, nous avons réalisé un travail titanesque dans ce qu'on appelle, nous, la phase pilote. La phase pilote de 10 000 codeurs, c'est 255 personnes qui sont accompagnées au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, pour le métier de développeur. Est-ce que vous voulez, Houdet, que je vous donne des éléments sur ce qui s'est passé dans ces pays? Oui, volontiers. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays? Nous avons choisi un métier. Tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu la pyramide des métiers, ce qu'on appelle chez nous la pyramide des métiers, avec un métier en particulier et un modèle qui est Nour. Là, en fait, dans la phase pilote, le métier, c'était le métier de développeur. C'est mon domaine de compétences. Et donc, nous avons 3 pays, 100% présentiel, des cours du soir, 3 fois 3 heures par semaine sur 18 mois, 255 personnes. Là, vous voyez un autre métier qu'on a entouré, donc développeur. Et vous voyez donc un autre modèle qui est donc Daniel, qui lui est basé au Cameroun, qui est le référent dans les communautés d'Imicodeurs sur la partie développement. Qu'est-ce que nous avons réalisé dans ces 3 pays? Majoritairement en Côte d'Ivoire, nous avons formé plus d'Ivoiriens, nous avons formé ensuite la population plus de Sénégalais et puis des Camerounais. Et là, vous voyez 3 profils qui sont aujourd'hui insérés.
Nabounou en Côte d'Ivoire est insérée comme en tant que salariée et aujourd'hui elle est même co-gérante d'une entreprise. Modou est inséré au Sénégal en tant que salarié. Et puis vous avez Mokhtar au Cameroun qui aujourd'hui, dès la fin de la formation, il s'est mis à son compte en tant qu'entrepreneur. Nous avons majoritairement, la population, c'est majoritairement des bac plus 2 à bac plus 5 en informatique, d'accord? Majoritairement des étudiants, d'accord? Et puis, ce qui est intéressant, donc 76% d'insertion. 76% d'insertion sur ceux qui ont terminé le cursus. Il y en a 165 qui ont terminé le cursus, et il y en a 125 qui, 6 mois après la fin du cursus, ont été insérés majoritairement, vous le voyez, en tant que salariés, stage, CDD, CDI. Il y a eu 5% d'entrepreneuriat, j'en parlerai tout à l'heure, notre objectif dans la phase industrielle, c'est de passer à 30%. Et puis, il y a eu 10% de freelance. Si vous me permettez, Oudé, je voudrais faire mention spéciale pour toutes ces personnes qui sont là autour de moi et qui ont joué le jeu, qui m'ont dit, Douglas, le projet est fascinant. Moi, j'ai des compétences techniques, je n'ai pas de compétences pédagogiques, mais si tu me transmets le savoir-faire pédagogique, je vais moi aussi autour de moi transmettre et jouer mon rôle de grand frère avec les compétences que je peux avoir. Donc c'est ainsi que, et j'en profite pour les remercier vraiment parce que je pense que jusqu'à la fin de ma vie, ce sont des personnes que je vais remercier. Il y a Serge en Côte d'Ivoire, d'accord, en 2015, il m'a dit, Douglas, je suis avec toi, et c'est lui qui a été le premier formateur. Il y a Gabriel, et puis ici, et puis Daniel. Il y a en Sénégal, il y a Ousseinou, il y a Tamsir, et puis on a eu, et puis Christian aussi au Sénégal. Et puis on a eu des formateurs assistants, parce que ce sont des personnes qu'on a formées, mais à un moment donné, ils ont eu aussi la vocation et ils nous ont manifesté l'envie de former. Et donc vous avez donc par exemple Mohamed, vous avez Ghislain, et puis vous avez Jean-Noël. Et voilà quelques success stories, Houdet. Voilà quelques success stories. J'ai parlé de Nabounou, j'ai parlé de Mokhtar. Alors, il y en a deux que j'ai mentionnés aussi, parce que vous avez vu, je ne vous ai pas parlé du Niger. On n'a pas été au Niger, mais figurez-vous que Farouk, lui, il a quitté le Niger pour partir à Douala. Il a quitté le Niger pour aller au Cameroun, parce que c'est là-bas qu'il avait la connaissance. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'il est un des meilleurs développeurs de mobile Android au Cameroun. Et il est embauché par une start-up camerounaise qui propose effectivement un logiciel de messagerie, d'accord, qui concurrence WhatsApp. Dicalo. Vous avez aussi donc à côté Yann. Yann, c'est intéressant. Donc lui, il était dans la phase congolaise, donc c'était avant la phase pilote. Et Yann, figurez-vous que c'est quelqu'un aujourd'hui. Il était venu, il avait son bac scientifique, et puis il est parti, il s'est formé, et aujourd'hui, c'est un des meilleurs développeurs, pareil, Android, sur la place de Congo-Brazzaville. Voilà. Donc voilà un petit peu quelques success stories dont je voulais vous parler, cher côté. Donc je vous félicite pour tous ces exemples qui témoignent du vrai travail qu'il y a derrière, travail du programme et de l'association 10 000 codeurs. Et ces jeunes peuvent inspirer plusieurs autres jeunes. Ce sont de vrais exemples de réussite. Alors aujourd'hui, Douglas, on parle des métiers de demain qui sont les métiers du numérique. Un bref aperçu de ces métiers. Alors, Houdet, sur la partie métier, permettez-moi de vous dire et d'encourager les auditeurs, non pas forcément à m'écouter moi, parce que moi, je pourrais vous parler du métier historique de développeur, mais si 10 000 codeurs aujourd'hui est, je pense, intéressant pour le continent, c'est qu'il y a aujourd'hui d'autres professionnels qui ont envie de parler de leur métier et qui ont envie de tendre la main à la jeunesse. Vous êtes d'accord? Je vous en ai parlé tout à l'heure. À l'exemple de Nour. Eh bien, figurez-vous que moi, je voudrais qu'on parle de métier et de technologie. Aujourd'hui, en termes de métier, vous avez le métier du développement d'applications, d'accord, avec Daniel. Vous avez un professionnel comme Anas, qui est notre référent sur la partie test. Et figurez-vous qu'il y a un podcast. J'invite tous les auditeurs à suivre les podcasts 10 000 codeurs, parce que sur le podcast 10 000 codeurs, on présente justement certains experts, et les experts nous parlent de leur métier. D'accord? Donc, il y a par exemple le métier du test. J'ai parlé du métier du marketing digital avec Nour Bouaklin. Il y a le métier de UX, d'accord? Tout ce qui est expérience utilisateur.
Il y a aussi des métiers qui sont des métiers comme la sécurité informatique, d'accord, avec Malik. Nous avons aussi des métiers, là on parle plus métier, donc agriculture, parce qu'effectivement la technique c'est bien, mais la technique au service d'un besoin fonctionnel, c'est encore mieux. Nous avons aussi des technologies. Vous voyez, donc il y a les métiers, il y a les technologies. Au niveau des technologies, nous avons par exemple Nelly, qui est notre référente sur la partie blockchain. Nous avons Suleiman, qui est notre référent sur la partie Internet des objets. Nous avons sur la partie intelligence artificielle, nous avons Michel. Nous avons aussi Cyril sur la partie entrepreneuriat. Et enfin, c'est bien de parler des métiers, c'est bien de parler des technologies, mais il faut souvent être capable de faire des travaux en équipe, de travailler dans un processus collectif, dans un processus global. Et vous avez dû entendre parler des méthodes agiles. Et nous avons ici Olivier, qui lui est notre référent sur cette capacité à créer en équipe, avec une orientation centrée client, des logiciels. Pour ma part, je vous donnerai peut-être 2 mots sur le métier de développeur. Un développeur, c'est un professionnel qui, à la lumière d'un besoin exprimé par un client dans un secteur donné, transport, santé, éducation, agriculture, va être capable, d'une part, de faire la conception, d'accord? Parce qu'on parle développeur, en fait, on parle de concepteur-développeur, donc concevoir, donc écouter, concevoir, et puis réaliser avec un langage de programmation. Un logiciel qui va donc permettre au client d'augmenter sa productivité. Parce qu'on en est bien là, le numérique sert à augmenter la productivité des fonctionnels, à améliorer la capacité à faire plus rapidement une tâche qui aurait été plus fastidieuse sans cette solution. Donc justement, si on parle de ce métier, on parle de développeur, on parle de blockchain, on parle d'intelligence artificielle, Oui. d'Internet des objets, de community management aussi. Alors pour exercer ces métiers, il faut se doter de compétences techniques, j'imagine. Donc ma question est, dans quelle mesure les compétences techniques sont-elles importantes dans la formation académique des étudiants, surtout pour nous en tant que SK Tunisie, on se positionne comme étant une école de management. Donc nos étudiants, ils font une formation en gestion et ils se disent que plus tard, ils vont occuper des métiers ou des postes où ils n'auront besoin que de compétences en gestion. Or, je pense que la réalité est autre, donc c'est intéressant de soulever cette interrogation-là par rapport à l'importance des compétences techniques dans la formation académique des étudiants. Tout à fait, Houdet. Alors là, vous soulevez un sujet extrêmement important qui, je pense que ces mêmes étudiants, je pense que si on regardait il y a 20 ans, effectivement, c'était un petit peu la tendance. On a d'un côté les gestionnaires, d'autre côté les techniques, et vous savez, c'était un petit peu, on s'entend pas, c'est des mondes un peu à part. Les techniques regardent un peu les gestionnaires en disant, bon, ceux-là, ils nous prennent de haut, mais c'est nous qui faisons le travail. Les techniques, les gestionnaires voient les techniques en disant, bon, eux, ils font des choses dans leur coin, dans leur grotte, mais de toute façon, c'est nous qui amenons le business. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Depuis quelques années, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot transformation digitale. Le mot transformation digitale, vous l'avez remarqué, est sur toutes les lèvres. De plus en plus d'entreprises parlent de transformation digitale. Pourquoi? Parce que le numérique s'est imposé. Le numérique s'est imposé, la technologie s'impose, et même les entreprises qui se disaient avant, bon, moi, mon métier, c'est la comptabilité, je ne fais que de la comptabilité. Moi, mon métier, c'est l'audit, je ne fais que de l'audit. Et bien aujourd'hui, elles ne peuvent plus. Et pour préparer cette conférence, j'ai voulu vous proposer un exemple concret. On y va? On vous suit. Alors, l'exemple que j'ai voulu vous proposer, alors je crois que je l'ai mis tout à l'heure, désolé, c'est l'exemple de KPMG. Alors, KPMG, c'est un leader mondial, en fait, de tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est audit, tout ce qui est système d'information. Donc, il y a 20 ans, le métier de KPMG, c'était, grosso modo, c'était la comptabilité. Ça marche? C'était le métier. Aujourd'hui, KPMG, c'est dans 150 pays, c'est plus de 200 000 salariés. Mais figurez-vous que KPMG a fait dernièrement, donc de source, c'est leur site, hein, ils ont fait un investissement de 5 milliards. KPMG a investi 5 milliards parce que le métier de KPMG est en train d'évoluer
Et aujourd'hui, dans les 5 milliards, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il y a 3 secteurs sur lesquels ils vont mettre cet argent. Il y a la technologie, tenez-vous bien. Ça veut dire ils font de la comptabilité, mais ils disent qu'ils vont investir dans la technologie. Donc ça veut dire que c'est des gestionnaires qui sont en train de dire qu'ils vont investir dans la technologie. D'autre part, ils vont faire la formation des cadres. La formation des cadres, parce qu'il va falloir remettre à jour le logiciel des cadres de l'entreprise pour qu'ils puissent justement s'adapter à ces nouveaux modes de consommation. D'accord? La consommation de logiciels en forme SaaS, à distance, etc. Et puis, il y a la partie innovation. Donc, voilà un exemple typique. Vous voyez, vous avez des mastodontes qui se disent on ne peut pas négliger la technique, on ne peut pas négliger l'innovation. Et donc, si je reviens à l'échelle de l'école, eh ben aujourd'hui, les étudiants de l'ESCA, les étudiants de toutes les écoles de commerce, doivent absolument composer avec la technologie. Parce que figurez-vous aujourd'hui que dans plus en plus de cas business, dans plus de démonstrations de start-up, vous avez des personnes qui font de la gestion et qui vous disent, vous avez dû entendre parler, nous avons ajouté une solution d'intelligence artificielle. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement, c'est la complémentarité entre… Exactement, ce sont des gestionnaires qui sont en train de développer un business et qui vous disent, notre élément différenciateur, nous avons intégré une solution d'intelligence artificielle. Ou alors, ils vous disent, nous assurons la traçabilité en utilisant la capacité de traçabilité d'une blockchain particulière. Donc, aujourd'hui, les personnes qui font de la gestion seraient malheureuses de pouvoir négliger cet aspect technologique. Ça ne veut pas dire qu'ils fassent en plus de la gestion un métier technique, mais qu'ils puissent être à l'écoute de ce que c'est que la transformation digitale et ce que la technologie peut rendre service au niveau du business. Enfin, je terminerai là-dessus. Prenons l'exemple toujours de KPMG. Vous croyez qu'ils vont y arriver tout seuls à gérer cette transformation digitale? Vous ne pensez pas que les jeunes du continent qui vont avoir l'information que tous ces gros sont en train de chercher des compétences pour la technologie, pour la formation, pour l'innovation, je pense que c'est une opportunité pour la jeunesse africaine. Aujourd'hui, les personnes qui sortent, par exemple, de l'accompagnement d'Imicodeur peuvent tout à fait être intéressantes pour ce type de structure qui vont vouloir chercher effectivement à faire de la sous-traitance, qui vont vouloir accompagner en fait des startups, des grosses startups à se développer éventuellement sur le continent et avoir des ressources locales qui sont disponibles. Voilà un petit peu les éléments de réponse que je pouvais vous donner sur cette question. Donc, les étudiants aujourd'hui qui sont en école de management ne peuvent pas écarter la technologie. Alors, justement, en parlant de compétences, et on vient de citer l'exemple de KPMG, donc, quelles sont, d'après vous, Douglas, et d'après votre expérience, les compétences recherchées ou prisées par les entreprises de nos jours? Alors, aujourd'hui, les entreprises, à mon avis, les entreprises, ce qu'elles cherchent, c'est d'abord une attitude. Je pense que c'était vrai avant, c'est toujours vrai. Elles cherchent d'abord des personnes qui comprennent les codes de l'entreprise, des personnes qui ont une intelligence émotionnelle, une intelligence sociale, la capacité d'avoir un certain nombre de réflexes humains. Ça, c'est une première chose. C'est d'abord, en tout cas, ce qu'on cherche pour les juniors, des personnes qui n'ont pas d'expérience professionnelle ou qui en ont très peu. Et puis ensuite, elles vont avoir envie d'avoir des personnes qui se projettent dans l'avenir, des personnes qui sont ambitieuses et des personnes qui ont un minimum de savoir-faire sur un domaine ou en tout cas qui se positionnent, qui sont capables de se positionner. Moi, aujourd'hui, mon ambition, c'est ça. Dans 5 ans, c'est ça. Dans 2 ans, c'est ça. Mais aujourd'hui, je sais que pour arriver là, il faut que je fasse ça. Et ce que vous me proposez, ça correspond à ce que je veux. Vous voyez, quand vous faites un discours comme celui-ci devant un employeur, il ne peut pas rester insensible. Et il peut même se voir avec vous dans 2 ans, dans 5 ans, parce que vous lui avez raconté une histoire qu'il a envie d'entendre. Donc, de l'intelligence, une attitude. 2, pour moi, c'est effectivement la côté méthodologie, des personnes qui ont de la méthode, qui sont capables de dire, pour résoudre ce problème, voilà comment je ferais, petit 1, petit 2, petit 3. D'accord? Et enfin, le côté, ce que moi j'appelle la technique, ce qui vient d'après moi en dernier, c'est effectivement d'avoir un minimum de bagages et une visibilité sur un domaine particulier. Très bien.
Alors, je profite un peu, je vais prendre juste une minute pour rappeler les participants Oui, que ce webinaire reste interactif. Donc, on vous encourage à poser vos questions, à interagir avec nous. Mettez vos questions en bas de l'écran, en commentaire. Allez-y, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos interrogations. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de se joindre à nous. Bonjour Jacques-Yves, bonjour bonjour, Elsa Bakriara, bonne arrivée. bonne arrivée à Wissem Bouslema aussi, à Semi Mosper. Donc, laissez-nous vos Bonne commentaires. arrivée, À Samy. la fin, oui, de ce webinaire, on prendra le temps de répondre à vos questions. Alors, je voudrais revenir sur l'Afrique, Douglas. Donc, vous dites Oui, qu'il faut que l'Afrique devienne le premier fournisseur au monde de développeurs. N'est-ce oui, pas encourager quelque part les jeunes d'Afrique à vouloir quitter leur pays? Parce que si on part du constat de la Tunisie, par exemple, nous oui. formons d'excellents profils de développeurs qui malheureusement sont recrutés par des entreprises à l'international. Du coup, notre pays est fournisseur de développeurs, mais souffre en interne d'un manque de compétences dans le domaine. À votre avis, comment peut-on y remédier? Alors, quelques éléments de réponse par rapport à ce sujet, cher Houdet. Faire de l'Afrique le poumon de l'industrie mondiale du numérique, c'est d'abord faire en sorte que les jeunes, les fameux 8 millions, vous vous rappelez, les fameux 8 millions puissent avoir un emploi et pour avoir des revenus. Ça, c'est la priorité. Ils ont un savoir-faire, donc ils génèrent de l'emploi, ils génèrent des revenus. Maintenant que ces revenus, ils les génèrent en Afrique ou hors de l'Afrique, pour moi, c'est secondaire. Parce que la priorité, c'est qu'ils puissent générer de revenus. Premièrement. Deuxièmement, euh, à partir du moment où ils savent que ces compétences-là peuvent être valorisées à partir du continent, il y a beaucoup qui resteraient sur le continent. Simplement, il se trouve que, compte tenu du décalage entre les technologies et puis le continent, il se trouve que les opportunités, actuellement, elles sont à l'extérieur. Mais il n'est pas impossible que les mêmes entreprises aujourd'hui qui, entre guillemets, débauchent ces jeunes, il n'est pas impossible que, puisqu'il y aura de plus en plus de jeunes sur le continent, il n'est pas impossible que ces entreprises décident de venir directement s'implanter sur le continent. Ça, c'est le deuxième élément de réponse. Et troisième élément de réponse, Houdet, moi, je vais vous donner mon cas, avec le cas de Redouane. Moi, si je peux me permettre, je suis aussi dans la fuite des cerveaux, puisque j'ai quitté mon pays natal, le Cameroun, quand j'avais 7 ans. Alors, je ne dis pas que j'étais un génie à 7 ans et qu'on m'a débauché. Non. Simplement, je suis une personne qui est née sur le continent, qui a vécu un peu sur le continent, qui a quitté le continent. Aussi, mes parents m'ont mis dans l'avion avec mon oncle. C'était aussi pour des opportunités financières, parce qu'ils ont pensé que j'aurais eu de meilleurs lendemains avec cette voie-là, ce qui effectivement est le cas aujourd'hui, et j'en suis très heureux. Mais vous voyez aussi que moi-même, aujourd'hui, je veux, à travers 10 000 codeurs, revenir en Afrique. Vous êtes d'accord? Donc, à partir de là, on constate que quelqu'un qui sort du continent, eh ben, il revient quand même au continent. Et en fait, c'est pour cette raison que je pense que Jimmy Coder peut aussi être, et là je lance un appel à tous ceux qui nous écoutent et qui sont justement à l'extérieur du continent et qui se posent la question comment revenir, parce que c'est pas facile de quitter un confort matériel pour revenir. Beaucoup de personnes de la diaspora se demandent oui, ok, maintenant j'ai une meilleure qualité de vie, je sens qu'il y a des inconvénients, je sens que je n'ai pas la chaleur humaine que je peux avoir dans le pays, mais je ne sais pas comment revenir. J'invite ces personnes à rejoindre le réseau d'experts 10 000 codeurs. J'invite ces personnes à bénéficier du travail que nous avons réalisé sur le continent, à l'écosystème que nous sommes en train de créer. Ces personnes-là ont leur place dans 10 000 codeurs parce qu'ils ont une expertise que nous voulons présenter à ces 8 millions de jeunes qui sortent du système scolaire chaque année sans emploi. À partir du moment où nous créons un écosystème et que, exemple, je prenais KPMG, mais KPMG peut avoir besoin justement de ces personnes de la diaspora aussi pour développer l'activité,
et va passer par des organisations comme Dimicodeur, parce que justement, on est un petit peu à la croisée des chemins. C'est pour ça. Donc voilà un petit peu, j'insiste sur ce troisième point. Il faut créer les conditions pour que les cerveaux reviennent. Mais les cerveaux ne peuvent pas revenir s'il n'y a pas les conditions pour qu'elles puissent revenir. Et donc nous, Dimicodeur, c'est vrai que parmi nos experts, il y a des personnes du continent, on disait comme Nour, mais il y a aussi des personnes de la diaspora qui reviennent dans le continent. Je prends l'exemple de notre expert en test, Anas. Anas, il est au Maroc depuis 3 ans. Il a 20 ans d'expérience. Et son expérience, très majoritairement, 17 ans, c'est en France. Mais il est revenu. Il s'est développé. Et là, à travers 10 000 codeurs aussi, lui qui organise avec sa structure la journée marocaine du test logiciel, nous sommes en train de travailler sur, éventuellement, un événement qui pourra permettre d'être un peu plus global. Voilà, donc tout ça pour dire que cette idée de fuite de cerveau, je pense qu'il faut proposer des solutions, et en tout cas, nous proposons des solutions, d'une part, pour orienter les jeunes massivement, parce que plus il y aura de jeunes sur le continent, et plus les entreprises vont venir sur le continent au lieu de, entre guillemets, débaucher. Et d'autre part, il est intéressant de créer les conditions pour que des professionnels qui sont à l'extérieur et qui sont partis puissent revenir de façon confortable. Exactement, et on a un commentaire de Abdallah qui a voulu interagir avec nous sur ce point et qui a mentionné qu'il serait plus important que cette jeunesse reste sur place. Idem pour moi, j'ai quitté le Maroc et après j'y suis retournée. Donc il a voulu juste nous faire part de son expérience concernant cette fuite de cerveau. Alors, une autre question, Douglas. Quelle est la place des femmes dans votre projet? Combien de jeunes femmes avez-vous formées et est-ce suffisant selon vous? Alors, cher Houdet, les femmes occupent une place de premier plan chez Dimicodeur. Excellent. Aujourd'hui, nous avons je donnais quelques, voilà, il y a quelques slides en fait pour dire pourquoi est-ce que les experts rejoignent. Aujourd'hui, les experts qui nous rejoignent, ils veulent du sens, ils veulent de la visibilité, ils veulent du business. D'accord? Ils viennent pour le sens, ils se rendent plus visibles, on valorise leur expertise, d'accord? Je pense qu'il y a vraiment une tendance, hein, je pense que vous le savez, il y a une tendance de plus en plus au niveau du monde, le sens, et on est en plein Covid. Donc la quête de sens, elle se retrouve. Aujourd'hui, on est confinés, nous sommes chez nous. Et on se rend compte que la notion de sens est hyper importante. Les priorités mondiales vont changer. Les fondamentaux, on va retrouver ces fondamentaux. Donc je pense que Dimicodeur aussi s'inscrit dans cette quête de sens et est en résonance avec ce qui se passe actuellement, mais on reviendra peut-être tout à l'heure dessus. Les experts qui nous rejoignent, donc je pense au collègue qui a répondu tout à l'heure en disant qu'il a quitté le Maroc, il est revenu. Je ne sais pas quel est son niveau d'expertise, mais il m'intéresse beaucoup. Il peut revenir nous rejoindre, valoriser son expertise et puis jouer son rôle de grand frère parce que l'expérience qu'il a acquise dans son domaine d'activité et en plus à l'extérieur est extrêmement intéressante pour nous et nous, Dimicodeur, nous voulons la valoriser. Et puis les opportunités de faire des affaires, puisqu'à partir du moment où vous êtes dans un réseau dans lequel vous êtes valorisé, dans lequel on vous positionne sur des événements où vous parlez de Dimicodeur, vous présentez Dimicodeur et en même temps vous présentez votre activité, il y a des opportunités d'affaires qui se font. Alors, parlons des femmes. Vous avez ici Estelle. Voilà, Estelle qui vit à Lille, aujourd'hui en France. Estelle vit à Lille. Estelle est d'origine ivoirienne. Et Estelle se posait la question comment justement elle peut se rebrancher avec la Côte d'Ivoire. Bah, figurez-vous qu'aujourd'hui, Estelle, elle a intégré le réseau d'experts Dimicodeur. Nous sommes en train, dans un webinaire prestigieux qui est le webinaire de l'ESCAR, nous sommes en train de la valoriser. Nous sommes en train de la valoriser et de valoriser son métier auprès de jeunes qui, pour certains, seront intéressés par ce métier. Mais si on veut revenir à la question aujourd'hui, j'ai un regret. J'ai un regret, Houdet, c'est que nous n'avons pas pu dépasser le ratio de 15% de femmes dans la phase pilote. Mais nous avons un objectif pour la phase industrielle, c'est d'arriver à 50% de femmes accompagnées, formées. Vous savez, Houdet, qu'en termes de précarité, les femmes sont aux premières loges. Vous savez, Houdet, que le chômage touche plus de femmes, en moyenne plus les femmes que les hommes. Nous voulons
que les choses évoluent. Et nous lançons un appel, parce que c'est bien beau de donner un objectif, mais aujourd'hui, on n'a pas forcément les clés pour atteindre cet objectif. Mais globalement, les stratégies consistent à se rapprocher. Nous sommes en train de nous rapprocher de réseaux de femmes en particulier qui s'intéressent à la science et à la technologie. Et nous sommes aussi nous sommes en train de nous approcher de femmes d'influence qui partagent, d'après nous, nos valeurs et qui peuvent aussi inspirer d'autres femmes. Donc voilà un petit peu des éléments qui, d'après nous, pourraient nous permettre d'augmenter le ratio de femmes que nous avons accompagnées. Est-ce que cela répond à la question? Oui, parfaitement. Espérons que ce taux va s'améliorer dans les années qui viennent, en tout cas. Alors, je l'espère, grâce à Nour aussi. Vous voyez, des personnes comme Nour, dans notre réseau d'experts, plus il y aura de femmes, et plus ça va encourager aussi d'autres femmes, jeunes filles aujourd'hui, à s'intéresser à ces métiers, parce qu'elles auront une fois de plus, en plus du métier, des modèles inspirants, bienveillants, altruistes, qui leur tendent la main pour les accompagner vers le sommet. Alors, je profite de l'occasion justement pour rester sur le point, je pense qu'il y a Jospin, pour rester sur le point de la fuite des cerveaux, il y a Jospin Djedou Oui. Du Cameroun qui nous a posté une question. Donc, c'est à vous de voir, Douglas, soit vous répondez maintenant, soit on laisse ça à la fin. D'accord. Donc, il nous remercie pour le webinaire et on vous remercie aussi de nous avoir rejoints. Je comprends votre point, mais si les experts africains à l'extérieur attendent des conditions plus favorables pour revenir, qui les créera ces conditions? N'est-il pas temps de commencer des initiatives, même à petite échelle, sur le continent? Donc, je vous laisse le temps d'y répondre à la fin de ce webinaire. Oui, je peux donner Alors, je peux donner des éléments de réponse maintenant. D'accord. De la part de... C'est Jospin, hein, c'est ça? Oui, c'est Jospin. Alors, très cher Jospin, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il faut savoir que 10 000 codeurs, c'est déjà une initiative sur le terrain. Nous avons accompagné 300 personnes, Jospin. Le fait d'accompagner 300 personnes, c'est une initiative sur le terrain. Et ce que nous souhaitons maintenant, après avoir fait, nous sommes en train de faire savoir. Et le webinaire dans lequel nous sommes nous permet de faire savoir. Le webinaire dans lequel nous sommes nous permet d'informer qu'il y a une initiative, un accompagnement sur plusieurs années de 300 personnes, avec des résultats, avec des success stories, avec des témoignages, et que maintenant, il va falloir que ces personnes de la diaspora aient l'information, parce que ce n'est pas facile de quitter l'environnement en Europe pour venir, parce qu'on ne sait pas où on va. Potentiellement, il y a des risques, et puis c'est humain. Moi, il se trouve que j'ai franchi le cap avec 10 000 codeurs et avec Obgis, donc on a financé le projet 10 000 codeurs, qui au début était effectivement un programme, dans les années, donc en 2013-2015, quand on était au Congo, et qui est devenu, en 2017-2018, une association à part qui va vivre un petit peu d'elle-même. Mais effectivement, ça représentait un investissement. Mais il faut faire ce pont entre ceux qui étaient à ma place à l'époque en se disant bah, l'Afrique, oui, mais j'y vais comment, pourquoi? Et maintenant, vous voyez, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. L'initiative 10 000 codeurs aujourd'hui intéresse des organisations internationales. Aujourd'hui, nous avons des relations avec potentiellement des ministères, certains États. Et peut-être que là, si on arrive à impliquer effectivement les puissances publiques des nations, si on arrive à impliquer des organisations internationales, on va pouvoir, cette fois-ci, créer des conditions pour que justement peut-être d'autres experts puissent s'impliquer un peu plus et puissent envisager de faire des missions de formation, de qualitative, parce que nous, on veut former des jeunes de façon qualitative. Dans un premier temps, venir une semaine, puis 2, puis 1 mois, etc. etc. Voilà un petit peu mes éléments de réponse à Jospin. Alors, j'espère, Jospin, qu'on a bien répondu à votre question. Alors, pour revenir à 10 000 codeurs, donc je pense que cette association nécessite un appui des institutions publiques de chaque pays et des institutions internationales de manière générale. Avez-vous des pistes à ce sujet?
Alors, cher Ouden, nous avons effectivement des pistes. Nous avons de très bonnes nouvelles et qui coïncident avec ce webinaire. C'est pour ça que j'en suis d'autant plus heureux. Pour réussir la phase industrielle, effectivement, il faudra que nous ayons l'appui des institutions. Et derrière les institutions, l'appui des États. Parce qu'en réalité, nous sommes en train de toucher à des politiques publiques. Quels sont les États qui vont vouloir faire de l'économie de la connaissance et de l'innovation un vecteur de croissance économique? Ceux-là vont venir nous voir. Quels sont les États qui veulent faire de leur jeunesse un poumon, justement, de leur croissance? Ceux-là vont s'intéresser à notre initiative. Donc aujourd'hui, nous voulons aller rencontrer les États, aller rencontrer les organisations pour présenter notre travail. Et je peux vous dire dès maintenant que 10 000 codeurs fait partie du groupe de travail sur le numérique de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes en relation directe avec le cabinet de Madame la secrétaire générale et nous faisons des propositions sur la base de l'expérience que nous avons. Ça, c'est un premier point. Nous sommes en particulier, dans le cadre de ce groupe de travail, il y a plusieurs comités d'experts, nous sommes dans le comité d'experts sur le numérique au service pour l'éducation, l'employabilité et l'insertion professionnelle. Donc, vous voyez, nous sommes au bon endroit pour pouvoir faire bénéficier à plus de 300 millions de francophones du savoir-faire de 10 000 codeurs suite à l'accompagnement terrain de près de 300 jeunes sur le continent. Ça, c'est un premier point. Nous avons également été approchés par l'UNESCO dans le cadre de la Mobile Learning Week sur le sujet de l'intelligence artificielle. Nous avons été sollicités et figurez-vous que comme nous sommes une batterie d'experts, nous avons positionné notre expert, Michel Iginou, notre référent intelligence artificielle, pour travailler justement et pour remonter et pour travailler avec l'UNESCO. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons en tout cas 2 organisations internationales, 2 institutions qui aujourd'hui découvrent le travail de 10 000 codeurs. Et à travers ces institutions, nous allons effectivement essayer modestement de pouvoir faire des recommandations, de pouvoir apporter du conseil en termes de politique publique. Quelle éducation pour la jeunesse? Quelle formation pour une jeunesse poumon de l'industrie mondiale du numérique? Quel accompagnement pour faire en sorte qu'il n'y ait plus 8 millions de jeunes qui sortent du système scolaire en étant au chômage? Quel conseil pour orienter les jeunes vers le numérique? Quel conseil pour associer le numérique aux filières juridiques, aux filières commerciales sur le continent? Comment travailler avec les universités pour repenser et pour améliorer en fait le système éducatif? Voilà les sujets qui nous intéressent. Et enfin, un autre sujet qui est extrêmement important, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat des jeunes. Aujourd'hui, en particulier dans la francophonie, les jeunes n'ont pas la culture de l'entrepreneuriat. Les jeunes ont la culture de je travaille, je suis salarié et éventuellement salarié dans un organisme public pour avoir un salaire à vie. Il faut casser cela. Il faut encourager la jeunesse à prendre des risques. Il faut encourager la jeunesse à identifier les besoins fonctionnels sur lesquels elle pourrait faire des propositions. Et c'est pour cette raison que nous, le volet entrepreneuriat pour nous est extrêmement important. Voilà, pour répondre à la question, 2 institutions avec lesquelles nous travaillons. Il y en a d'autres avec lesquelles nous commençons à travailler, mais nous vivons dans l'espoir, en se projetant, que nous puissions effectivement apporter notre pierre à l'édifice des institutions et à travers elles, faire des recommandations en termes de politique publique. Voire faire de 10 000 codeurs un label, parce que nous voulons faire des certifications 10 000 codeurs, transformer les centres de formation existants sur le continent en des centres de formation certifié entre guillemets 10 000 codeurs, avec un label 10 000 codeurs qui permettra à une personne qui est certifiée 10 000 codeurs en Tunisie de pouvoir se balader dans la zone de libre-échange et un peu partout en Afrique, pourquoi pas, parce que cette certification sera synonyme, 1, de compétences techniques, 2, d'intelligence émotionnelle et sociale, et donc de connaissance des codes de l'entreprise, ce qui manquait beaucoup, en particulier, à une partie des 24% des personnes qui n'ont pas réussi après 10 000 codeurs dans la phase pilote. Alors, je voudrais revenir sur les étudiants, justement. Ces étudiants qui représentent, en fait, ce sont les étudiants d'aujourd'hui, mais qui représentent les cadres de demain. Quelles sont vos recommandations pour cette jeunesse, Douglas? Alors, mes recommandations pour la jeunesse, je dirais il y a 3 points.
D'abord, les valeurs. Vraiment, les valeurs, c'est fondamental. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, quand je regardais des sites internet d'entreprises, il y avait toujours un onglet valeurs. Et quand je regardais les valeurs, bah, je voyais des mots et je me dis, bon, bah, eux, ils ont mis ça, mais bon, ils auraient pu faire leur site sans ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que les valeurs, c'est vraiment ce qui fonde la relation entre les individus. Donc, j'invite à la jeunesse, à chaque personne, peut-être ceux qui nous écoutent, à identifier quelles sont ces valeurs, quels sont ces éléments qui font sa personne et quels sont ces éléments qui va les amener à côtoyer d'autres personnes, à augmenter leur cercle. Premièrement, les valeurs. Chez 10 000 codeurs, par exemple, parmi les valeurs, nous avons la bienveillance. Nous avons l'humilité. D'accord? Donc, ça, il faut son système de valeurs. Premièrement. Ensuite, après, et puis ces valeurs vont amener les jeunes à se connaître eux-mêmes. Parce que souvent, les jeunes ne se connaissent pas eux-mêmes. Donc, ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur tempérament eux-mêmes. Ils ont besoin souvent de l'extérieur pour savoir qui ils sont. Mais le fait de se poser la question, quelles sont mes valeurs, va les emmener à se positionner. Est-ce que du coup, je gagnerais à côtoyer telle ou telle personne? Est-ce que telle personne, tel geste fait qu'elle m'intéresse ou ne m'intéresse pas? Non, je garde mes valeurs. Et puis deux personnes qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, ben, elles ne seront pas amenées à se connaître, mais ce n'est pas très grave, parce qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs. Deuxième point, c'est le métier. Il faut, les jeunes, que vous appreniez un métier. Donc, il faut développer des compétences. Vous l'avez compris, nous encourageons à développer des compétences dans les métiers du numérique. Et tous nos experts sont mobilisés aujourd'hui pour accompagner dans ces différents métiers. Donc, il faut des valeurs. Les valeurs vont amener en fait l'attitude. Il faut un métier, il faut un savoir-faire. Et puis, moi, ce que je conseille vraiment de plus en plus, c'est de penser à l'entrepreneuriat. C'est de penser à l'entrepreneuriat. Nous, au niveau de l'entrepreneuriat, nous avons 5% d'insertion par l'entrepreneuriat dans la phase pilote. Et aujourd'hui, nous voulons aller jusqu'à 30%. Ça, c'est l'objectif que nous nous fixons pour la phase industrielle, passer de 5% à 30% d'insertion par l'entrepreneuriat, diminuer en fait le nombre d'insertions par le salariat. Et les choses sont en train de me donner raison, puisque je vous donne un autre chiffre, c'est que 60% des jeunes qui sont sortis il y a 2 ans, 2016-2018, veulent aujourd'hui devenir freelance. D'accord? Ils veulent aujourd'hui, par la population d'10 000 codeurs qui est sortie, la plupart veulent aujourd'hui devenir indépendants, travailleurs indépendants. Ils ne savent pas comment, et ça va aussi être le travail de Cyril et de son équipe. Cyril, qui est un expert de 10 000 codeurs, qui est un chef d'entreprise basé au Canada, et qui aujourd'hui a le pôle entrepreneuriat. C'est lui aujourd'hui qui est le référent entrepreneuriat, et c'est avec lui que nous allons travailler à préparer les jeunes du continent, aussi bien ceux que nous avons formés dans la phase pilote, que ceux qui sont dans le numérique et qui veulent devenir indépendants et surtout entrepreneurs, et enfin ceux qui ne sont pas dans le numérique, qui sont dans un autre métier et qui veulent savoir comment ajouter le numérique pour justement être plus performants. À tous ces jeunes-là, nous leur proposons de s'intéresser à l'entrepreneuriat. Voilà, en quelques mots, Oudé, 3 éléments sur les conseils pour la jeunesse. Alors, 3 conseils d'une grande importance, je pense, valeurs, métier et entrepreneuriat. Retenez ces 3 conseils, chers participants. Alors, on va terminer avec une dernière question, Douglas, et qui fait le lien avec la situation actuelle dans laquelle nous sommes, et notamment celle du Covid. Quel enseignement peut-on tirer de la pandémie pour une insertion professionnelle réussie de la jeunesse? Alors, cher Houdet, vous voyez que j'ai laissé ce slide. J'ai laissé cette présentation parce que pour moi, c'est cette présentation que je voudrais aussi laisser pour cette question-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on s'est tous rendu compte que la pandémie rebat les cartes. Nous sommes confinés. Nous avons aujourd'hui peut-être un peu plus de temps pour nous poser des questions sur nous-mêmes. Certains ont perdu leur emploi. Certains ont perdu des proches. Certains se posent des questions sur l'avenir. Et nous pensons que c'est l'occasion de se poser des questions sur justement les valeurs. Qui sommes-nous? Quelles sont nos qualités? Quelles sont nos faiblesses? Quelles sont nos valeurs? Nous avons l'occasion de faire une pause, entre guillemets, sur la frénésie ambiante. Et à mon avis, c'est un premier point.
Donc, vous voyez que les valeurs de solidarité sont en train d'exploser. Donc, la valeur solidarité, qui pour certains ne voulait pas dire grand-chose, est devenue prioritaire. On est tous au même pied d'égalité. Il n'y a ni riches, ni pauvres, ni... Voilà, c'est fermeture des frontières. On se barricade, les États se barricadent, les familles se barricadent, et donc ça nous pose des questions justement sur qui nous sommes, quelles sont nos valeurs. Ça va faire beaucoup de bien. On va se rendre compte que, je pense, j'espère que les États et les individus ne seront pas amnésiques. Investissons dans l'éducation, investissons dans la santé. Je pense que là, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important. Deuxième point, encore sur le métier, c'est l'occasion, à mon avis, de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, on a certains métiers. Pour les gens qui ont des métiers qui ne leur plaisent pas, qui est un peu routinier, bah, c'est l'occasion de se poser la question, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'une reconversion? Pour les personnes qui veulent apprendre un métier, c'est peut-être l'occasion de se former, de s'auto-former. C'est peut-être l'occasion pour ceux qui sont en Europe, justement, de dire la question, bah, est-ce que mon métier, je ne vais pas justement le partager avec d'autres? Deuxième point. Donc, troisième point, l'entrepreneuriat. Ça va un peu dans cette dynamique-là, c'est de dire, bon, aujourd'hui, est-ce que je n'ai pas un potentiel pour développer ma propre affaire après le Covid? Moi, je viens d'être licencié, je suis dans une période un peu de doute. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de voir quels sont les talents que j'ai, quels sont les talents que Dieu m'a donnés et que je devrais maintenant pouvoir exploiter? Voilà un petit peu ce que m'inspire un petit peu ce Covid. Et puis là, pour le coup, une fois de plus, si on revient, et vous savez que c'est mon cheval de bataille, sur les métiers du numérique, l'avantage de ces métiers-là, c'est qu'on peut les exercer à distance. Donc, moi, aujourd'hui, je donne des formations professionnelles à distance. Avant, je les donnais en présentiel et là, je les donne à distance. Il y a certains clients qui me disent, ben, la prochaine fois, on fera aussi à distance parce qu'il y a des avantages extrêmement intéressants à travailler en distance. Voilà un petit peu quelques éléments, Oudès, sur ma réflexion sur ce que le Covid peut apporter, à mon avis, à la jeunesse, une réflexion sur les valeurs, sur ce qu'ils veulent faire, comment ils se projettent à l'avenir, et peut-être saisir l'opportunité de se dire, bah, tiens, il faut que j'entreprenne un peu plus, il ne faut pas que je subisse et que je sois à la merci des autres. Alors, entre-temps, il y a des questions qui ont été postées, Douglas, notamment une question qui vient de Brion Gamtech. J'espère que je prononce bien. Alors, Brion, il nous demande quels sont les prérequis pour suivre une formation à 10 000 codeurs? Ok, donc les prérequis pour suivre une formation 10 000 codeurs. Oui. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, l'important pour nous, c'est d'abord, d'une part, d'être quelqu'un de déterminé. D'accord? Alors, en termes de prérequis, ça va dépendre aussi ça va dépendre aussi un petit peu du type de métier. Il y a certains métiers, comme le métier de développeur, d'accord, qui vont nécessiter que nous validions, par exemple, la capacité d'être logique. Donc, il y aura des tests logiques. Mais je dirais qu'à 10 000 codeurs, jusqu'à présent, en phase pilote, on a fait uniquement le métier de développeur. Mais là, aujourd'hui, on voudrait s'ouvrir, vous avez compris, grâce aux experts, à d'autres métiers. Donc, je dirais que ça va dépendre un petit peu du métier. Mais globalement, ce que nous voulons, 10 000 codeurs, c'est d'avoir des jeunes qui sont déterminés, des jeunes qui veulent réussir et qui nous le manifestent. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est que nous transformons la détermination des jeunes en compétences. Et ce que nous demandons aujourd'hui à la jeunesse, c'est de nous montrer qu'elle est déterminée, c'est de nous montrer qu'elle a envie, et c'est de nous montrer qu'elle se projette dans l'avenir, comme je le disais tout à l'heure. Et pour ça, nous avons un challenge, qu'on appelle le challenge 10 000 codeurs va changer ma vie. D'accord? Nous demandons en fait aux jeunes de nous faire une vidéo de 30 secondes. D'accord? Et dans cette vidéo de 30 secondes, parce qu'on reçoit beaucoup de demandes, hein, vraiment, on reçoit beaucoup de demandes. Je vous l'ai dit, il y a 5000 personnes qui nous ont écrit. On ne peut pas répondre à tout le monde aujourd'hui pour l'instant, malheureusement. Mais on s'intéresse aux personnes qui, comme par exemple ici, Asman Djibaba des Comores, bah, vont prendre le temps de nous dire, bah, voilà, moi aujourd'hui, je m'appelle Asman, voilà comment j'ai rencontré 10 000 codeurs, et voici comment je pense que 10 000 codeurs peut m'accompagner, d'accord, dans un métier porteur, le métier de développeur, mais pourquoi pas un autre métier, d'accord? Donc nous attendons aujourd'hui que les jeunes viennent nous voir, et vous voyez, Asman, là, je la valorise, je présente son profil,
Et figurez-vous que lorsque des futurs employeurs potentiellement vont venir voir sa vidéo, bah, peut-être qu'ils vont vouloir effectivement investir dans cette personne-là. C'est ce que vraiment nous voulons mettre en place comme réalité. Parce que la réalité des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une formation de qualité. Et aujourd'hui, ce qu'il faut pour les jeunes, c'est une formation de qualité. Pour avoir une formation de qualité, eh ben, ça a un coût. Et souvent, les jeunes n'ont pas ce coût. Mais le résultat de ça, c'est qu'il y a 8 millions de personnes dehors. Donc, à partir du moment où il y a une demande mondiale et qu'il y a une offre, nous allons mettre les jeunes devant cette demande mondiale. Et vous voyez, il y a potentiellement en fait des organisations, des entreprises, des organisations internationales, des États qui vont certainement financer les formations de qualité proposées par Dimi Coder et son réseau d'experts à l'endroit de la jeunesse. Et pour revenir, donc l'important, c'est la détermination. Et envoyez-nous votre vidéo « Dimi Coder va changer ma vie ». Nous allons la voir. Si elle nous donne envie de vous accompagner, eh ben dans ce cas-là, on va vous accompagner. Si vous avez les moyens de financer vous-même la formation, vous allez financer la formation à travers des centres de formation, entre guillemets, qui seront certifiés Dimi Coder, d'accord, partout dans le continent, que ce soit au niveau présentiel ou que ce soit au niveau en ligne. Nous sommes en train de développer, et là aussi, j'en lance un appel à certaines écoles qui veulent soit développer, créer un département informatique numérique sur les métiers du numérique, soit des écoles qui ont déjà un département métier numérique, mais qui voudraient faire en sorte que leur formation puisse avoir des meilleurs débouchés, un meilleur taux d'insertion, parce qu'en améliorant le programme, en améliorant la qualité de la formation. Et donc, ça développe un réseau de centres de formation vers lequel nous allons vous rediriger pour, cette fois-ci, exécuter la formation. Alors, on va terminer, je pense, par une dernière question qui nous est posée par Yves Jason, Jacques-Yves, qui est étudiant entrepreneur camerounais installé en Tunisie et qui vous demande, Douglas, pour ma petite connaissance, la Tunisie est un pays très émergent dans les métiers du numérique. Monsieur Douglas, n'envisagez-vous pas de vous implanter dans ce pays pour en faire un point focal dans la zone du Maghreb? C'est une invitation en fait à s'implanter en Tunisie. Absolument. De tous mes voeux, je voudrais développer Dimi Coder en Tunisie. En réalité, nous voulons nous développer dans les 54 pays du continent. Mais tout ça, c'est une affaire de rencontres. En fonction des rencontres, en fonction des opportunités, en fonction des personnes qu'on va rencontrer qui ont nos valeurs et qui regardent dans la même direction que nous, on va pouvoir, si Dieu le veut, créer une antenne et surtout trouver des centres de formation. Parce qu'en réalité, ce n'est pas trop l'idée de l'antenne. Ce qu'on veut surtout, c'est avoir des centres de formation, peut-être l'ESCA, qui vont nous dire, bah, écoutez, on a compris, Dimi Coder, comment vous fonctionnez, on a vu ce que vous avez fait en phase pilote, on voit comment vous voulez vous développer en vous appuyant sur des centres de formation qui existent déjà, qui connaissent déjà l'environnement, qui sont déjà proches des jeunes, parce que chez nous, la proximité, c'est très, très, très important. Et à partir du moment où on a un centre de formation qui veut, eh ben, nous, en fait, on va lui apporter la connaissance, le travail sur le matériel pédagogique, les programmes, et puis on pourra faire un suivi comme ça à travers les experts Dimi Coder qui vont, et ça c'est très important, tout au long du cursus, faire des simulations d'entretien d'embauche et poser des questions techniques pointues, précises, qui vont, 15 minutes après 15 minutes au fil des mois, nous permettre de valider effectivement que le niveau comprise et donc pouvoir recommander ces profils à des entreprises. Et vous l'imaginez bien, autour de nous, il y a énormément d'entreprises qui nous sollicitent en nous disant, écoutez, les jeunes qui finissent chez vous, nous sommes prêts. En tout cas, donc aujourd'hui, c'est une question de centre de formation. La question aujourd'hui, je vais poser la question différemment. Quels sont les centres de formation aujourd'hui en Tunisie qui souhaiteraient collaborer avec Dimi Coder, qui souhaiteraient être certifiés Dimi Coder et qui souhaiteraient avec nous produire des profils qui sont recherchés par le marché. En tout cas, Douglas, les portes de l'ESCA vous sont ouvertes pour accueillir le programme 10 000 codeurs. Magnifique. Eh bien, il a la réponse déjà, voilà. Voilà, Jacques-Yves, donc tu as la réponse. Voilà, donc nous sommes… Un moment historique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. C'était un plaisir, Douglas, de faire cette interview avec vous. Au nom de toute l'équipe ESCA, je tiens à vous présenter mes vifs remerciements.
Merci pour ce Merci beaucoup. partage d'expérience. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine. Je vous laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est un mot de remerciement. Un remerciement d'une part à toute l'équipe de l'ESCA pour cette préparation qui a été très minutieuse, je dois le dire. J'étais très impressionné par la préparation, la qualité de la préparation, la qualité effectivement de l'engagement de l'ESCA, la qualité de l'équipe qui a préparé autour de moi. J'ai senti vraiment un vrai professionnalisme et vraiment c'est une grande fierté. Merci également bien entendu aux auditeurs qui ont pris du temps, qui ont pris 1 heure, qui ont réservé 1 heure pour être avec nous. Merci enfin à toutes les personnes dans l'équipe d'Imicodeur, à tous les experts. Je les salue vraiment. Et aussi un grand merci à tous ces formateurs qui, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ont pris du temps de façon désintéressée, ont mouillé le maillot pour que ce rêve d'une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique puisse être une réalité, je l'espère, modestement, à travers de l'initiative d'Imicodeur qui va, je le souhaite, pouvoir fédérer des centres de formation, des formateurs, des experts de l'Afrique, de la diaspora. Je les invite à nous rejoindre sur le site dimicodeur.com, le lien expert. Rejoignez-nous, devenons des grandes sœurs et des grands frères que nous rêvions d'avoir. Donnons l'opportunité à la jeunesse vraiment de trouver une voie dans le salariat, en tant que travailleur indépendant ou dans l'entrepreneuriat. Merci. Merci à vous, Douglas. Donc, à la fin de ce webinaire, il me reste juste à remercier tous les participants qui ont interagi avec nous aujourd'hui. Alors, restez toujours connectés sur notre page, suivez notre actualité. Je vous rappelle que pour cette semaine, on aura 3 autres webinaires. On va commencer par vous donner le webinaire de demain, 22 avril. On aura le plaisir de recevoir le CEO de Big Deal et le CEO de Jumia qui vont venir nous parler de comment piloter son projet e-commerce dans le contexte du Covid-19. Le 23 avril, nous serons ravis de recevoir professeur Semira Maraï, ancienne ministre de la Santé, ex-ministre de la Santé et actuellement chef de service pneumologie à l'hôpital Rabta, qui va nous parler des enjeux et des défis du Covid, ce virus à multiples facettes. Et enfin, on terminera la semaine en beauté. Le 24 avril, nous aurons aussi l'honneur d'accueillir un autre invité international, Monsieur Franck Oubre, qui est le CEO de businessdynamite.xyz et spécialiste en marketing, formateur spécialiste en marketing et en growth hacking, qui va venir nous parler de comment devenir web entrepreneur. Donc, le fait qu'on soit en cette période confinée chez soi, c'est peut-être l'opportunité idéale pour lancer son business en ligne. Voilà, portez-vous bien et je vous dis au prochain webinaire. Merci encore une fois, Douglas. Et on espère vous revoir en présentiel en Tunisie. Avec grand plaisir. Vous serez le bienvenu. Allez, au revoir tout le monde au prochain webinaire. Merci Wafa. Merci. Au revoir.